Marie-Christine, bonjour, comment allez-vous? Tout va bien. Bonjour Thierry, bonjour à tous. La semaine dernière, ou peut-être une chronique auparavant, on avait parlé de l'assurance emprunteur et l'assurance emprunteur pour les crédits immobiliers a évolué, la réglementation a évolué juste avant de parler de notre mariage, enfin du régime primaire qu'on a prévu aujourd'hui. Vous nous aviez posé une question sur cette assurance emprunteur sur notre mail de contact@42tv.fr et on tenait à vous faire une petite mise au point sur ce qui a évolué, Marie-Christine. Alors effectivement, la situation a évolué suite à une loi du 28 février 2022. Précédemment, avant cette loi, dès lors qu'on avait souscrit un emprunt, on avait souscrit une assurance emprunteur, on ne pouvait pas changer comme bon nous semblait d'assureur. C'est-à-dire que concrètement, sur les 12 premiers mois du contrat, on pouvait en changer et ensuite le changement n'était possible qu'à la date anniversaire de l'obtention du prêt. Dorénavant, avec cette loi du 28 février 2022, il est possible de changer à tout moment d'assureur emprunteur. Donc, on pourra en changer, la banque pourra exiger des garanties identiques, mais on pourra en changer à tout moment pour les offres de prêt à compter du 1er juin 2022. Donc, les offres souscrites à compter de ce 1er juin 2022. En revanche, pour les contrats en cours, ce ne sera possible d'en changer qu'à compter du 1er septembre 2022. Ensuite, cette loi du 28 février apporte d'autres changements, notamment, alors que je retrouve le fil, sur les questionnaires médicaux. On ne sera plus tenu de souscrire un questionnaire, de répondre à un questionnaire médical, sous réserve que l'emprunt soit remboursé avant son 60e anniversaire et sous réserve également du montant emprunté, moins de 200 000 euros. Et puis, cette loi permet le droit à l'oubli pour des personnes qui ont été victimes d'un cancer. Ce droit à l'oubli n'intervenait qu'à l'issue de 10 ans après le dernier protocole thérapeutique. Dorénavant, ce droit à l'oubli sera limité à 5 ans après le dernier protocole de soins. Voilà. Voilà pour l'essentiel. Alors, j'espère que nous aurons répondu correctement à Carole qui nous avait posé cette question. Vous, si vous avez d'autres questions d'ordre général qui concernent tout le monde, vous n'hésitez pas, contact@42tv.fr. Et maintenant, nous allons aborder le sujet du jour, le régime primaire. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, le régime primaire, on part des régimes matrimoniaux. Donc, il faut savoir en France que l'on a deux grandes catégories de régimes matrimoniaux. Je parle de catégories, donc deux grandes catégories qui peuvent être soit des régimes de communauté ou au contraire de séparation. Quand j'en viens à mes régimes matrimoniaux, il en existe quatre. Le régime légal, celui souvent choisi, de la communauté, régime légal de communauté réduite aux acquets. Le régime ensuite avec contrat, donc il faut passer par devant notaire. Le régime de la communauté universelle. Et puis mes régimes séparatistes de séparation, le régime de séparation de biens, toujours par devant notaire, ou encore la participation aux acquets. Mais il faut savoir qu'indépendamment du choix d'un des régimes que je viens d'évoquer, il existe ce fameux régime primaire. Donc, le mariage ne consiste pas simplement en une union de personnes, c'est également une union de biens. Concernant les effets du mariage, ils seront de deux ordres, des rapports personnels en raison de l'union de personnes et des rapports pécuniaires en raison de l'union de biens. Quels sont ces rapports personnels et les droits pardon, et les droits et devoirs qui en découlent? Alors, concernant les rapports personnels, le mariage va produire deux effets principaux, qui sont tout d'abord des devoirs mutuels des époux, ceux énoncés dans le Code civil et rappelés par le maire qui célèbre le mariage, énoncés aux articles 212 du Code civil. Donc, on les a tous en mémoire, on l'entend souvent dans les films ou en mairie lorsqu'on assiste à un mariage. Le devoir de respect, le devoir de fidélité, le devoir d'assistance et le devoir de communauté de vie.
Alors, sur la communauté de vie, les époux vont devoir choisir une résidence commune. Ils peuvent faire le choix d'une résidence séparée, de domicile distinct, sous réserve de ne pas porter atteinte à la communauté de vie. Donc, ce serait le cas, par exemple, d'un conjoint qui travaille à Grenoble, qui ne peut pas faire les trajets tous les jours. On comprend aisément qu'il soit tenu de prendre un logement à Grenoble, mais nécessairement, durant son temps libre, il doit revenir vers son conjoint. Domicile distinct possible. Concernant, maintien de la communauté de vie. Concernant le devoir de fidélité, le Code civil ne définit pas, mais il l'impose aux deux époux. Donc, l'infidélité pourrait être d'ordre matériel ou encore d'ordre moral. Par exemple, le fait de maintenir des relations avec un tiers alors même qu'on ne serait pas allé jusqu'à une relation sexuelle. Le fait même d'avoir cette relation avec un tiers suffit à montrer une infidélité morale. Concernant l'assistance, toujours un devoir d'ordre moral. Il consiste pendant la durée du mariage en une entraide mutuelle. Donc le juge pourra sanctionner l'abandon moral, le manque de solidarité, le manque de courtoisie ou encore un manque de respect. Et puis, il y a justement sur le respect mutuel. Respect mutuel tant au plan physique qu'au plan moral, qu'au plan intellectuel ou encore religieux. On doit respecter l'autre dans son identité. Deuxième effet sur ces rapports personnels, la création de fonctions conjointes, donc en termes de direction de la famille, et puis le choix du logement familial qu'on évoquait avec la communauté de vie. Qu'en est-il des rapports pécuniaires? Alors, curieusement, pour ces rapports pécuniaires, on va constater à la fois une indépendance des époux et une interdépendance des époux. Alors, concernant l'indépendance, le mariage, ce n'est pas une fusion. La personne va garder son identité juridique, son identité physique, son identité morale. L'épouse comme l'époux garde son nom patronymique. Alors, on est en période d'élection. Je suis toujours surprise lorsque je vais voter d'entendre des dames dire « mais vous m'avez appelé c'est pas mon nom, c'est mon nom de jeune fille ». Si, c'est bien son nom. On conserve son nom patronymique malgré le mariage. Donc, chaque époux a le droit d'usage du nom de son conjoint. Donc, en France, on a pris l'habitude de prendre le nom de son époux pour les dames, mais rien n'interdirait à un époux de choisir le nom d'usage de son épouse. Par exemple, on pourra également signaler une autonomie professionnelle. Chaque époux peut librement exercer une profession. Alors là, un petit peu d'histoire. Lors de la publication du Code civil, les épouses étaient très, très malmenées, j'ai envie de dire. Le Code civil était absolument taiseux sur la possibilité pour une épouse d'exercer une activité et encore davantage sur la possibilité de recevoir des gains et des salaires. Ce n'est qu'en 1907 que l'épouse va pouvoir profiter de ces gains et salaires, les recevoir directement, mais jusqu'en 1907, elle ne pouvait pas, alors même qu'elle travaillait. Et c'est en 1965, j'ai envie de dire, c'était hier, que l'épouse a pu librement exercer l'activité de son choix. Jusqu'en 1965, l'épouse était tenue de recevoir l'autorisation de son époux pour exercer une activité. Aujourd'hui, liberté totale pour les conjoints de pouvoir exercer librement l'activité professionnelle qu'ils auront choisie. Une autonomie ménagère également, ou encore mobilière, ou encore bancaire. Pareil, la femme pourra ouvrir librement un compte en banque. Alors, les gains et salaires sont soumis à la libre disposition de chacun. Chacun pourra les utiliser. On verra, il y a quelques petites, pas des exceptions, mais des correctifs en quelque sorte pour les biens du couple. Les dettes ayant pour but l'entretien du ménage, on doit contribuer à cet entretien du ménage. Donc, les dettes qui ont pour but l'entretien du ménage et l'éducation des enfants engagent
les deux époux. Et quel que soit le régime matrimonial, les époux sont solidaires pour les dettes fiscales. D'accord. Alors, déjà, je suis ravi que vous ayez dit que 1965, c'était hier. Ça me rajeunit un petit peu. Oui. Et qu'en est-il alors de l'interdépendance? Alors, s'agissant des rapports pécuniaires, on relève cette interdépendance des époux du fait de la communauté de vie qu'on a évoquée précédemment. Donc, les époux doivent coopérer pour l'accomplissement des différents actes et notamment le fonctionnement matériel du ménage. Donc, ils doivent contribuer aux charges du mariage, par exemple, ou encore pour ce devoir de secours qu'ils se doivent mutuellement. D'accord. Qu'en serait-il si l'un des conjoints avait contracté des dépenses importantes? Est-ce que l'autre conjoint doit rembourser? Effectivement, l'autre conjoint pourra être appelé en garantie en fonction de ce que je vais qualifier de la nature des frais engagés. Donc, s'il s'agit de frais contractés pour les besoins du ménage, c'est l'entretien du logement, ce sont des frais de nourriture, c'est l'éducation des enfants, ce sont des frais médicaux, les époux sont solidaires l'un de l'autre. Donc, dans ce cas, le second époux devrait payer. Cependant, si la dépense contractée est manifestement excessive par rapport au train de vie du ménage, ou si elle a été effectuée dans un but autre que celui relatif à l'entretien courant du ménage, cette solidarité va disparaître. Donc, mesdames, soyez rassurées, si monsieur vient un jour au volant d'une magnifique Ferrari, vous ne serez pas tenu de rembourser l'emprunt pour l'achat de la Ferrari, sauf s'il correspond au train de vie du ménage. Donc, de manière un petit peu plus sérieuse, soit c'est une dette afférente au ménage, et dans ce cas, les deux époux doivent contribuer, ou au contraire, cela dépasse le train de vie, et là, l'autre conjoint ne serait pas tenu. D'accord. Et qu'en est-il du logement? Alors, le logement, quel que soit encore une fois le régime matrimonial, le bail appartient aux deux époux. En cas d'abandon du domicile par l'un des époux ou du décès d'un des conjoints, l'autre conjoint conserve le droit au bénéfice du bail. Et si un des époux est seul propriétaire du logement, il doit demander l'autorisation à l'autre conjoint pour le vendre, par exemple. Et enfin, en cas de décès, le conjoint survivant jouit du logement gratuitement durant 1 an avec le mobilier. J'ai rajouté ceci tout simplement parce que la question m'a été posée cette semaine. Une petite dame complètement paniquée qui craignait d'être mise dehors, elle va pouvoir bénéficier gratuitement pendant 1 an du logement avec le mobilier. Alors quand je dis gratuitement, tout dépendra effectivement. Si c'est une location, on aura encore, mais on ne peut pas la mettre dehors. Et enfin, au partage des biens, le conjoint survivant pourrait demander l'attribution préférentielle du logement et du mobilier. D'accord. Il est prioritaire finalement sur ce logement. Tout à fait. Très bien, Marie-Christine. Merci de ce point qu'on n'avait pas encore abordé. C'est un domaine qu'on n'avait pas encore abordé. Qu'est-ce que nous allons voir la semaine prochaine? Alors, soit rester sur les régimes matrimoniaux, pourquoi pas, et dérouler ces 4 catégories de régime matrimonial, ou éventuellement le fait de prêter à un enfant, prêter de l'argent, donc l'un ou l'autre. J'aurais presque envie de rester sur les régimes matrimoniaux, ça fait une continuité, et puis voir par la suite le prêt à un enfant. Très bien, merci Marie-Christine. Nous Merci vous à vous, souhaitons une bonne semaine. très bonne semaine à tous, À la semaine prochaine. à bientôt.